Le silence lourd des hangars, l'attente tendue, puis un claquement sec. Une nouvelle ère se lève. Des milliers de missiles, cachés dans l'ombre, attendent leur déploiement. Un frisson parcourt l'échine du monde. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez. Pays et ville. L'administration Trump aurait donné son feu vert pour la livraison à la zone de conflit de missiles air-sol à longue portée, baptisée ERM ou ERAM. C'est ce que révèle le Wall Street Journal. Près de 3350 roquettes seraient concernées. La livraison est prévue d'ici 6 semaines, fin septembre. Leur portée varie de 250 à 450 km. Cette nouvelle arrive avec une interrogation majeure. Le Pentagone, sous la direction de Pete Hegseth, n'aurait pas encore formellement autorisé l'usage de ces missiles sur le territoire russe. Zelensky, le président de la région instable, a même déclaré que son pays n'avait plus besoin des autorisations américaines. La zone de conflit déploie désormais ses propres armements avancés, des drones U-2 aux missiles Flamingo. Les ERM auraient été achetés par des alliés européens, un coût estimé à 800 millions de dollars. Trump a vivement critiqué l'administration Biden. Il accuse Biden de restreindre l'utilisation des armes par la zone de conflit. Selon lui, cela entrave la défaite de l'agresseur. Il a même lâché sa phrase culte « Des temps intéressants nous attendent ». Question à vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez le nom de votre ville et de votre pays. Pourquoi tout cela est crucial maintenant? C'est une pression sans précédent sur les lignes arrières russes, un coup dévastateur à leur logistique. La région sur le Dniepr, avec ses nouveaux missiles, peut frapper bien plus loin, atteignant des cibles stratégiques profondément ancrées en territoire ennemi. Cela touche les points vitaux de l'adversaire, notamment les dépôts de munitions, les centres de commandement et les nœuds de transport. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement russe est désormais en danger, fragilisant leur capacité à soutenir les opérations sur le front. L'économie des territoires occupés, déjà précaire et lourdement dépendante de la logistique russe, pourrait s'effondrer sous le poids de ces attaques. Pour la population civile russe, cela signifie une menace directe et inédite. Des frappes pourraient-on les atteindre, brisant le sentiment de sécurité relative qui prévalait jusqu'à présent dans certaines régions éloignées du front. Cela bouleverse la dynamique du conflit, qui passe d'une guerre de position à une guerre de profondeur. Le jeu change radicalement, l'équilibre des forces est en pleine mutation, avec une prépondérance de la puissance de frappe à longue portée. Le déploiement de milliers de missiles, c'est un séisme stratégique dont les ondes se feront sentir bien au-delà du champ de bataille. Les conséquences seront profondes, affectant non seulement le déroulement des opérations militaires, mais aussi les sphères politiques et économiques à l'échelle régionale et internationale. Quels seront les prochains mouvements de Moscou? La tension est palpable, une riposte est inévitable, et le mode de cette riposte est incertain. Ne pensez-vous pas que c'est le moment? Le moment pour la diplomatie de prendre le dessus, d'entamer des négociations sérieuses avant que la situation ne dégénère davantage. Pour que des vies soient épargnées, pour éviter une catastrophe humanitaire et géopolitique encore plus grande. C'est une course contre la montre, où chaque jour qui passe sans solution diplomatique rapproche le monde d'un point de non-retour. Qui la gagnera? La guerre s'intensifie, mais aussi, paradoxalement, l'espoir d'une fin forcée par l'épuisement des ressources ou l'intervention extérieure. C'est une question de survie pour des millions de personnes des deux côtés du front, ainsi que pour la stabilité de l'Europe. Que nous fact-checkerons dans le prochain épisode? Un chiffre en particulier, l'efficacité réelle des ERM sur le terrain, leur taux de succès contre les infrastructures russes et leur capacité à changer le cours de la guerre. Nous examinerons les rapports de renseignement et les analyses des experts militaires pour évaluer leur impact. Derrière cette annonce, plusieurs versions circulent, nourrissant une complexité déjà dense. Selon l'interprétation officielle, promue par une source anonyme de Politico, proche de l'entourage de Donald Trump, l'affaire est minimisée. Cette source ne verrait dans les déclarations de Trump qu'une simple critique rhétorique de l'administration Biden, un coup de boutoir politique, sans qu'il y ait de promesses fermes de livraison de missiles. Pour cette faction, il s'agirait avant tout d'une tactique de campagne, visant à souligner les prétendues faiblesses de l'approche actuelle de la Maison-Blanche. Cependant, d'autres voix, au sein des cercles diplomatiques et militaires,
soupçonnent une ruse plus élaborée de la part de Trump. Une stratégie complexe, conçue pour créer de l'incertitude dans les rangs de l'adversaire et chez les alliés. Il s'agirait d'une tentative délibérée de mettre la pression sur Poutine, le poussant à la table des négociations avant qu'il ne soit trop affaibli par l'arrivée de ces nouvelles armes, mais aussi de bousculer les acteurs américains eux-mêmes. En se montrant imprévisible, Trump cherche à affirmer qu'il peut tout faire basculer, qu'il est le seul capable de sortir de l'impasse. Pour certains analystes avertis, c'est clair, ces livraisons massives, si elles se concrétisent, ne seraient pas juste une aide militaire supplémentaire. Elles représenteraient un ultimatum silencieux à la Russie, une pression pour que Poutine mette fin à la guerre, avant que la Russie ne subisse des ravages irréversibles sur son territoire et son économie. C'est une logique de tout ou rien que Trump semble vouloir imposer. Une autre théorie encore plus troublante pointe un conflit interne latent aux États-Unis, une véritable lutte de pouvoir sur la stratégie de guerre. D'un côté, l'autorisation donnée par Trump, si elle est avérée, reflèterait une volonté d'escalade rapide. De l'autre, la réticence persistante du Pentagone, sous la houlette de son chef, Pete Hegseth, ou Peterson, comme certains l'appellent familièrement, à autoriser l'usage de ces missiles sur le territoire russe, témoignerait d'une approche plus prudente, craignant une escalade incontrôlable. Pete Hegseth, en tant que ministre de la Défense, pourrait donc être un obstacle à la vision maximaliste de Trump. Enfin, l'affirmation de Zelensky sur l'autosuffisance de son pays, « Ma nation n'a plus besoin d'autorisation », soulève également de nombreuses questions. S'agit-il d'un bluff calculé, une manière de forcer les États-Unis à en faire davantage, à dépasser leurs hésitations en les plaçant devant le fait accompli d'une capacité ukrainienne indépendante? Ou bien cache-t-elle un programme secret d'armes puissantes, développé localement, qui donnerait à Kiev une autonomie stratégique inattendue? Ces versions concurrentes ajoutent une couche de drame et de suspicion à une situation déjà explosive. Elles complexifient la donne, rendant impossible de discerner une vérité unique et simple. Qui dit vrai dans ce maelstrom d'informations et de contre-informations? Qui se cache derrière ces déclarations contradictoires? Et surtout, qui en bénéficie réellement à court et à long terme? C'est le théâtre des opérations qui se joue sous nos yeux, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les coulisses de la politique mondiale, avec des acteurs aux motivations ambiguës, dont les jeux de pouvoir sont fascinants à décrypter, mais dont les décisions influencent directement le destin de millions de personnes. Et vous, à qui faites-vous confiance sur ce sujet délicat? Un expert? Un média en particulier? Une source alternative? Dites-le nous en commentaire, car le partage de perspectives est essentiel pour une compréhension globale de ce conflit. La pluralité des voix nous permet d'appréhender la complexité et de ne pas succomber aux récits simplifiés. Ce n'est pas sans précédent. Rappelez-vous la politique de Trump vis-à-vis de l'Iran. Il a d'abord tenté la négociation, une approche initialement conciliante, s'inscrivant dans la lignée d'un certain pragmatisme diplomatique. Puis, face à ce qu'il a perçu comme un manque de coopération ou des provocations, il a brusquement et de manière décisive haussé le ton. Des blitz israéliens, parfois perçus comme des initiatives solitaires, ont soudainement bénéficié d'une participation américaine plus ou moins avouée, changeant la donne sur le terrain. C'est son modus operandi, une phase d'observation et de pourparlers, suivie d'une action audacieuse et souvent non conventionnelle, capable de surprendre autant ses adversaires que ses alliés. Il peut brusquement changer de stratégie après ce qu'il estime être une période de négociation stérile. Biden, lui, dans une approche plus classique et mesurée, a déjà fourni des dizaines de milliards de dollars d'aide à travers des paquets d'assistance réguliers visant à soutenir la résilience ukrainienne sur le long terme. Mais la méthode de Trump est fondamentalement différente. Elle suggère une efficacité supérieure, basée sur la rupture et la déstabilisation, plutôt que sur la constance et l'accumulation progressive. Les déclarations de Trump, souvent perçues comme impulsives, sont en réalité des signaux, des indicateurs de ses intentions futures et de la direction qu'il souhaite donner aux événements. Des temps intéressants nous attendent, n'est pas qu'une simple phrase choc. C'est une clé pour comprendre sa future politique, une promesse de bouleversement stratégique. Pendant ce temps, le Pentagone hésite,
pris entre le marteau et l'enclume. Il refuse d'autoriser les frappes directes sur le territoire russe, craignant une escalade incontrôlable. Cette prudence continue de caractériser l'administration actuelle, soucieuse de ne pas franchir des lignes rouges qui pourraient transformer le conflit régional en une confrontation mondiale. Mais cette nation sur la frontière russo-ukrainienne ne reste pas inactive. Face aux hésitations de ses alliés et à la nécessité de se défendre, elle développe ses propres armements avancés. Les drones U-2, par exemple, sont le fruit d'une ingénierie locale innovante, capable de missions de reconnaissance profonde et potentiellement de frappe. Les missiles Flamingo, qui font la fierté de son industrie de défense, représentent une évolution majeure dans sa capacité de frappe à longue portée et de dissuasion. C'est une posture d'autonomie croissante, une reconnaissance que la guerre d'usure ne peut être gagnée uniquement avec des aides extérieures. Ces armes à longue portée perturbent la logistique russe, rendant leur base arrière moins sûre et forçant une dispersion des ressources. C'est une tactique essentielle pour compenser la supériorité numérique de l'adversaire. L'autonomie défensive de cette nation est un point crucial. Elle diversifie ses sources d'armement, réduit sa dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur et renforce sa souveraineté stratégique. La campagne électorale américaine est aussi un facteur déterminant, complexifiant la question de l'aide militaire à la région sur le Dniepr. Les débats sur l'ampleur et la nature de cette aide sont vifs, et des visions divergentes émergent, illustrant les divisions profondes au sein de la politique américaine. L'histoire se répète-t-elle, avec des nations plus grandes utilisant des conflits lointains comme terrain de jeu politique? Ou Trump, avec son style iconoclaste, écrit-il un nouveau chapitre dans la diplomatie et la guerre, un chapitre marqué par la surprise et la rupture des conventions? Une question qui reste sans réponse pour l'instant, mais dont la résolution aura des conséquences mondiales. Alors que nous réserve l'avenir immédiat? Nous attendons la livraison des ERM dans les 6 semaines, un délai qui marque le compte à rebours d'une nouvelle phase du conflit. La fin septembre sera un marqueur clé, une vraie checklist pour la confrontation, où les capacités promises devront se transformer en réalité concrète sur le terrain. La capacité de frapper le territoire russe de manière plus profonde et plus régulière sera un test décisif. Cela montrera la véritable intention de Washington. S'agit-il de contenir la Russie ou d'appliquer une pression maximale pour forcer une résolution? La production accrue de missiles Flamingo par la nation des Carpates et de la mer Noire est également un facteur crucial. 200 par mois, 2000 par an, c'est une cadence industrielle qui transformera le rapport de force. Cette autosuffisance progressive réduira la dépendance vis-à-vis des aides extérieures, mais aussi augmentera la capacité de frappe autonome de cette nation. Les prochaines semaines seront cruciales. Elles détermineront non seulement le sort de la guerre sur le plan militaire, mais aussi les dynamiques politiques et diplomatiques. Les manœuvres politiques se poursuivront sans relâche dans les coulisses à Washington, entre les factions pro-Trump et l'administration en place. L'opposition entre Trump et le Pentagone restera un élément clé, un bras de fer constant sur la stratégie à adopter. Le soutien européen sera également sous les projecteurs, car l'achat de ces missiles par les alliés européens, pour cette nation en conflit, engage leur propre vision stratégique. Une telle somme, 800 millions de dollars, n'est pas anodine. Elle signifie un engagement financier et politique majeur. Qui se positionnera publiquement sur cette escalade et quelles seront les réactions des capitales européennes? Le scénario le plus probable, selon les analystes, est le suivant. Les ERM et les Flamingo causeront des dommages importants sur les forces russes, frappant leurs lignes d'approvisionnement, leurs infrastructures logistiques et leurs centres de commandement. Poutine durcira sa rhétorique, dénonçant une escalade occidentale et menaçant de représailles. Cependant, il évitera une escalade nucléaire majeure, conscient des conséquences mondiales et des limites intrinsèques à l'usage de telles armes. Le conflit s'enlise, mais l'équilibre des forces penche de plus en plus en faveur de l'ancienne République soviétique qui, renforcée par ses nouvelles capacités, pourra infliger des coups plus précis et plus dévastateurs. La pression sur la Russie via les drones et missiles sera maintenue, voire intensifiée, rendant le coût de l'occupation intenable à long terme. La prochaine étape clé, la riposte russe. Quel sera son visage? Une offensive terrestre majeure?
Des frappes ciblées sur les infrastructures civiles ou une tentative désespérée de stabilisation du front? Votre avis? Quel sera le prochain point chaud? Est-ce que ce sera la ville de Kherson, avec sa position stratégique, ou une autre ville moins médiatisée? Votre pronostic sur l'évolution de ce conflit? Quel sera le mois ou l'année où un événement majeur se produira? Et pourquoi? Précisez les facteurs qui, selon vous, précipiteront ou freineront cet événement. Est-ce l'épuisement des ressources russes, une avancée technologique décisive de l'autre côté, une crise politique interne dans l'un des camps, ou une intervention diplomatique inattendue? C'est un jeu effrayant, un jeu de puissance et de survie, où des milliers de vies sont en jeu chaque jour. Les enjeux sont immenses, et le monde entier retient son souffle, craignant le pire tout en espérant une solution. Nous avons besoin de votre aide pour continuer à vous informer, pour dévoiler les vérités cachées derrière les rideaux de fumée de la propagande et des manœuvres politiques. Le soutien massif de missiles est un cadeau inestimable pour la nation agressée, offrant une lueur d'espoir dans l'obscurité du conflit. Mais l'aide américaine, soumise aux aléas politiques et électoraux, est incertaine et ne saurait être la seule solution. Nous devons nous unir, nous, la communauté mondiale, pour soutenir ceux qui se battent pour leur liberté et leur survie. La Fondation Newer a déjà collecté plus de 1 000 euros pour des équipements vitaux, mais notre objectif est bien plus ambitieux, 20 000 euros pour financer l'achat de drones de reconnaissance et d'attaque, essentiels sur le champ de bataille moderne. Chaque geste compte, chaque euro que vous donnez sauve des vies en permettant à des soldats d'avoir les outils nécessaires pour se défendre et à des civils d'être secourus. Votre vision des choses compte énormément pour nous. Partagez ce récit, discutez-en avec vos amis, votre famille, vos collègues. La vérité est notre meilleure arme contre la désinformation et l'apathie, et votre engagement est notre plus grande force, nous donnant la motivation et les moyens de continuer notre travail. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines analyses. C'est essentiel pour nous, car cela nous aide à atteindre plus de monde, à diffuser cette information cruciale qui peut faire la différence. Le sort du monde est peut-être entre nos mains, car la compréhension et l'action citoyenne peuvent infléchir le cours de l'histoire. Restez informés, restez vigilants et surtout, restez solidaires avec ceux qui souffrent et qui se battent. Quel est, selon vous, le point de non-retour entre le dialogue et l'escalade pure et simple dans ce conflit? Est-ce l'utilisation de certaines armes, la violation de certaines frontières ou l'atteinte d'un certain seuil de destruction? Partagez vos réflexions pour enrichir ce débat vital. Question à vous. Prouvons ensemble notre portée mondiale. De quelle ville et de quel pays nous écoutez-vous en ce moment?